Donc les deux études auxquelles nous avons participé à l'Institut Bergonié sont l'étude Believe et l'étude Keynote. Elles concernent toutes les deux des patientes métastatiques. Pour la première étude, Believe, elle concerne des tumeurs luminales, c'est-à-dire qui ont des récepteurs hormonaux positifs. Pour la seconde, elle concerne des tumeurs de phénotype dit triple négatif, c'est-à-dire sans récepteur aux œstrogènes, à la progestérone ou HR2. Donc tout d'abord l'étude Believe. Pourquoi cette étude est si importante? Suivante, pardon. Il y a une mutation, la mutation PI3K, qui est relativement fréquente dans les tumeurs luminales, 30 à 40% de ces tumeurs. Cette mutation est importante car on sait qu'elle confère un profil plutôt hormonorésistant à ces tumeurs et donc plutôt un pronostic un peu moins bon. Voilà la diapo suivante, pardon. Ce qui est très important aussi, c'est que l'on a découvert un traitement pour cette mutation qui est l'alpelisib. Et ça a d'ailleurs fait le scoop, un des derniers ESMO, par l'étude SOLAR, qui a montré que si une patiente métastatique sous une hormonothérapie de première ligne évoluait, le fait de passer à une deuxième ligne d'hormonothérapie associée à l'alpelisib, s'il y avait cette mutation PI3K, a amené une amélioration nette de la survie sans progression, puisque vous voyez que ça passait de 5,7 mois à 11 mois, ce qui est significatif. Le problème de l'étude SOLAR, c'est qu'en fait, ça ne correspond plus à notre pratique courante. Notre pratique courante, c'est que les patientes métastatiques, on les traite d'emblée par une hormonothérapie et par une thérapie de type anti-CD4-4-6. Que se passe-t-il s'il y a une évolution après cette première ligne de traitement en cas de mutation PI3K? Alors, il y a un petit sous-groupe de l'étude SOLAR, mais seulement 20 patientes, donc c'est très peu, qui montrait que, semble-t-il, pour ces patientes qui avaient eu cette association en première ligne, il y avait également un gain, puisqu'on passait de 1,8 mois à 5,5 mois. Donc un gain à associer l'alpelisib. Mais c'était vraiment un tout petit groupe. Diapo suivante. Merci. D'où l'intérêt de l'étude Believe qui, justement, étudie des patientes métastatiques qui ont bien sûr la mutation PI3K et qui ont eu une première ligne d'hormonothérapie avec les anti-CD4-6. Donc, ce n'est pas une étude randomisée, c'est une étude de cohorte. Et en fait, il donnait à l'ASCO 2020 le résultat de le premier bras qui étudiait des patientes qui avaient reçu un inhibiteur de l'aromatase avec les anti-CD4-6 qui évoluait et que l'on passait sous fulvestrant, le Faslodex, associé à l'alpelisib, bien sûr, s'il y avait une mutation PI3K. Suivante. 127 patientes randomisées dans ce bras, sans vraiment analysable, vraiment pour des patientes qui avaient des tumeurs avec des mutations PI3K confirmées et avec une tumeur, des métastases mesurables, des cibles mesurables. Suivante. Et donc, le résultat est plutôt positif par rapport à ce qui était attendu statistiquement dans cette étude. En effet, l'objectif primaire, c'était le nombre de patientes qui n'avaient pas de progression à 6 mois. Et on est à plus de 50%, c'est ce qui était visé, alors que dans l'étude SOLAR, on était plutôt à 44%. Et surtout, la PFS, dans l'étude SOLAR, je ne l'ai pas bien souligné, on était donc à 5,5 mois. Là, on est à 7,3 mois. Alors, il n'y a pas de bras comparateur, mais on voit quand même que c'est une survie sans progression qui paraît tout à fait intéressante. Diapo suivante. Alors, il y a eu, pour essayer de voir un petit peu ce qui se passe, on n'a pas le droit de comparer, hein, c'est normalement, voilà, mais les auteurs ont regardé dans d'autres études, en fonction de la vie réelle, si je puis dire, après une première ligne avec hormonothérapie anti-CD4-6, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait du fulvestrant seul, de l'affinitor avec une hormonothérapie, de la chimiothérapie type capecitabine, et ils ont regardé un petit peu les survies sans progression qui étaient obtenues, et on voit qu'elles sont 3,6 mois, 3,7 mois, bien inférieures à 7,3 mois. Alors, le profil de tolérance, quand on met un traitement comme ça, on l'a actuellement en ATU. Hein, on arrive à avoir le produit en ATU. Il y a une demande d'AMM qui est en cours. Il faut faire bien attention à la glycémie, hein, surtout diabétique ou non diabétique, bien surveiller de près. Il y a des soucis de diarrhée et il y a des soucis de rash cutanée qui peuvent d'ailleurs, ça a été présenté à la présentation lors de l'ASCO, être peut-être améliorés si on met des traitements antihistaminiques préventifs. Il faut y faire attention, ça peut être un facteur limitant pour la compliance vis-à-vis du traitement.
Diapositive suivante. Alors, en conclusion de cette étude, elle est importante. Elle montre que l'alpélizib associé à une hormonothérapie par fulvestrant, en deuxième ligne, quand les dames avaient eu un inhibiteur de l'aromatase et un anti-CD4/6 en première ligne, eh bien, l'alpélizib est efficace pour ces patientes métastatiques présentant une tumeur avec une mutation PI3K, avec une survie sans progression importante de 7,3 mois dans ce cas. Profil de toxicité connu, je l'ai dit, attention à l'hyperglycémie. Et pourquoi c'est si important? Parce qu'il y a une MM qui est en cours de demande qui correspond finalement à des patientes qui évoluent après une première ligne d'hormonothérapie seule. L'idée, c'est que grâce à ce type d'études, on puisse étendre cette AMM avec pour des patientes qui auraient progressé avec une hormono, mais pas que, et un anti-CD4/6, puisque c'est notre pratique de tous les jours. Voilà pour l'étude Believe. Alors pour l'étude Keynote maintenant, l'étude donc qui concerne, je le rappelle, des tumeurs de phénotype triple négatif. Diapo suivante. Alors juste un petit rappel pour ceux qui nous écoutent peut-être et qui sont moins habitués à l'immunothérapie. Juste pour vous expliquer, là ce sont les cellules T, les lymphocytes T, notre système immunitaire. Ils ont des récepteurs dits PD-L1. Là c'est la cellule tumorale. Elle exprime parfois une protéine qui s'appelle PD-L1. Quand les deux se rencontrent, ça bloque le système immunitaire et ça empêche le système immunitaire de lutter contre la tumeur. Donc le but de nos études, c'est de bloquer soit là, en tout cas de bloquer pour pas qu'ils se rencontrent et permettre au système immunitaire d'avoir une pleine action. Diapo suivante. Or, le pembrolizumab, qui est étudié dans l'étude Keynote, c'est justement un anti-PD-1. Donc on l'étudie avec une chimiothérapie. Ça, c'est le bras d'étude, face à un bras contrôle qui est donc placebo plus chimiothérapie. La chimio pouvait être des taxanes ou du carbo-gemzar. Et bien sûr, il y a une stratification en fonction du nombre de cellules tumorales et cellules immunes positives pour PD-L1. Je souligne un petit peu, pas de rechute précoce, c'était après 6 mois du traitement initial, et bien sûr que des tumeurs triple négatives. Diapo suivante. Donc il y avait quand même 847 patientes inclus. C'était une randomisation 2-1, 566 dans le bras expérimental, 281 dans le bras standard. Diapo suivante. Et on voit très nettement un gain en survie sans progression qui passe donc de 5,6 mois à 9,7 mois avec un hazard ratio de 0,65 et c'est hautement significatif. Je répète, pour des cellules tumorales ou immunes qui exprimaient à plus de 10% le PD-L1. Diapo suivante. En ce qui concerne l'expression de plus de 1%, on voit qu'il y a une différence, mais par rapport aux éléments statistiques qui avaient été retenus au départ, ils ne concluaient pas à une différence significative. Diapo suivante. Alors le profil de tolérance, finalement par rapport au bras contrôle, des toxicités un peu similaires, anémie, neutropénie, nausée, on voit que c'est à peu près similaire. Un peu plus, on voit que dans les grades au-dessus de grade 3, il y a quand même 68 et 66%, presque 67% dans le bras contrôle. Diapo suivant. Par contre, bien sûr, des toxicités liées à l'immunologie beaucoup plus importantes dans le bras expérimental, avec des soucis qu'on connaît bien d'hypothyroïdie, d'hyperthyroïdie ou pneumopathie, qui n'existent pas dans le bras contrôle. Il n'y a par contre aucun décès lié à ces soucis d'immunité, immunologique. Diapo suivante. Donc, la conclusion, on montre qu'il y a une efficacité du pembrolizumab, qui est un anti-PD-1 associé à une chimiothérapie pour des patientes métastatiques en première ligne, avec une tumeur de phénotype triple négatif exprimant, on l'a vu, PD-L1, augmentation significative de la PFS de 5,6 mois à 9,7 mois, et cette association devient le traitement standard, c'est important de le souligner, dans ce cas. Diapo suivante. Alors, maintenant que je vous ai parlé des études auxquelles nous avons participé, je ne peux pas ne pas vous parler de la présentation en plénière qui concernait d'ailleurs la chirurgie. Question habituelle, doit-on opérer une patiente qui présente un cancer du sein avec d'emblée des métastases? Diapo suivante. Alors c'est une question qui revient souvent et qui est importante puisqu'à peu près 6% des patientes chez qui on découvre un nouveau cancer du sein présentent malheureusement d'entrée des métastases. Et si on regarde les études rétrospectives,
toutes ont l'air de montrer qu'il y a un gain à opérer du sein ces patientes. Sauf que ces études, elles sont biaisées, c'est rétrospectif, c'est souvent des patientes, c'est des tumeurs de meilleur pronostic, des patientes plus jeunes, des tumeurs moins grosses, plus hormonosensibles, etc. Donc le plus important, diapo suivante, ce sont bien sûr les études randomisées prospectives. Et là, nous avons deux études qui ont été publiées 2017-2018. À gauche, l'étude indienne qui montrait aucun gain en survie globale ou survie sans progression à opérer ces patientes. Et l'étude de droite, l'étude turque, qui montrait qu'il y avait un intérêt. Alors la chirurgie ne se faisait pas au même moment. L'étude indienne, c'est plus un petit peu ce qu'on fait, c'est-à-dire on lance un traitement systémique et en fonction de la réponse donc, des métastases, on opérait ou on n'opérait pas. L'étude turque, c'était d'emblée chirurgie, puis traitement systémique ou uniquement traitement systémique. Donc ça ne répondait pas. On a deux études qui disent l'inverse, si je puis dire. Même l'étude indienne montrait que peut-être dans une sous-population avec des multiples métastases pulmonaires, ça serait même peut-être délétère d'opérer au niveau du sein. Diapo suivante. Donc l'étude américaine, elle repropose, un peu comme l'étude indienne, 4 à 8 mois de traitement systémique. Et s'il y a une bonne réponse, ou si les métastases sont stables, sont contrôlées par le traitement systémique, soit on continue le traitement systémique, soit on opère. Alors juste une petite chose, d'abord au départ ils avaient prévu beaucoup plus de patients inclus, ils ont dû revoir leurs prétentions à la baisse et revoir un peu leur modèle statistique. Et autre petit élément, ils demandaient quand même une différence, puisque c'était une étude de supériorité, de 19% à 3 ans en survie globale, ce qui est quand même assez haut. Je dis ça, c'est par rapport aux résultats futurs que je vais vous présenter. Donc diapo suivante. Donc il y avait, vous voyez, 390 patientes et finalement randomisé 256 patientes. Diapo suivante. Juste pour vous dire, cette diapo, qu'il y avait bien sûr un maximum de tumeurs luminales à chair de moins, mais qu'il y avait aussi des tumeurs à chair de plus. Par contre, très peu de tumeurs triple négatives. Diapo suivante. Et on voit les résultats. Eh bien, ça rejoint un petit peu ce qui a été présenté par l'étude, qui avait été retrouvé par l'étude indienne. Pas de résultats, pas d'amélioration de la survie sans progression. Diapo suivante. Pas d'amélioration de la survie globale. Diapo suivante. Et même pour le petit groupe, mais il faut rester très prudent parce qu'il n'y a que 20 patientes, il y aurait même un effet peut-être délétère pour le petit groupe des tumeurs triple négatives. Mais il faut rester quand même très prudent. Diapo suivante. Il y avait par contre moins de rechutes loco-régionales quand on avait opéré ces patientes, mais ils ont regardé au niveau même de la qualité de vie, ça n'améliorait pas du tout la qualité de vie des patientes. Diapo suivante. Donc en conclusion, par cette étude, pour les patientes métastatiques d'emblée, la chirurgie du sein diminue visiblement les rechutes locales, mais ça n'augmente pas la survie sans rechute, ça n'augmente pas la survie globale et ça n'améliore même pas la qualité de vie. Donc la chirurgie du sein ne doit pas être proposée dans cette situation, sauf cas particulier, ça a été repris dans nos discussions, bien sûr une tumeur du sein avec peu de métastases, oligométastatique, là ça peut être discuté, ou si vous avez une très bonne réponse des métastases et une progression de la tumeur mammaire, des cas particuliers, ça peut être discuté. Juste une petite limite à cette étude, comme je disais, le nombre de patientes n'était pas aussi important que prévu initialement et surtout le gain attendu qui était attendu était quand même assez haut. Voilà, diapo suivante. Donc pour terminer, il me reste très peu de temps, mais je voulais juste vous faire deux flashs. Le premier concerne les tumeurs hormonosensibles, l'étude Parsifal. L'autre, ma tumeur de prédilection, la tumeur HR2. Ça me paraît très important, vous en ayez entendu parler. Diapo suivante. Pour faire très vite, voilà l'étude Parsifal, diapo suivante. Donc, pourquoi c'est important? Parce qu'on a l'étude Falcon qui montrait que le fulvestrant, première ligne métastatique, faisait mieux que l'inhibiteur de l'aromatase en première ligne métastatique. Donc, les auteurs de cette étude se sont dit, si on fait fulvestrant avec palbociclib, un anti-CD4/6, ça risque de faire mieux que l'inhibiteur de l'aromatase létrozole avec un anti-CD4/6. Diapo suivante. D'où la comparaison. Et en fait, il n'y a aucune supériorité en PFS. Diapo suivante. Aucune supériorité en survie, diapo suivante. Et donc la conclusion, c'est que le fulvestrant, en tout cas par cette étude, ne montre pas de supériorité associée à un anti-CD4/6 que la première ligne qu'on utilise habituellement, avec inhibiteur de l'aromatase et anti-CD4/6. Donc on ne change pas notre standard habituel, ça reste un bon challenger, mais on le garde plutôt pour l'instant en deuxième ligne. D'autant plus on a une très belle étude Padawan qui étudie en cas de mutation ESR1 qui semble, si vous voulez, entraîner une résistance aux inhibiteurs de l'aromatase. Et dans ce cas-là, ça aurait toute l'explication et toute la logique de proposer le fulvestrant à ce moment-là.
Pour finir, juste un mot sur l'étude diapo suivante. L'étude HR2 CLIM concernant les tumeurs HR2+, diapo suivante, et le tucatinib. Je tenais absolument que vous ayez entendu parler de cette molécule qui est vraiment très intéressante parce que la plupart de nos études pour les tumeurs HR2, vous savez que les tumeurs HR2 donnent souvent des métastases cérébrales. La plupart du temps, quand il y a des métastases cérébrales, on ne peut plus, surtout si elles sont actives, on ne peut plus inclure nos patientes dans les études. Or, l'intelligence de ce protocole, c'est d'avoir accepté ces patientes. Et donc, vous voyez, le tucatinib oral, hein, ce sont des comprimés, associés à l'herceptine, trastuzumab, capecitabine, le Xeloda, versus placebo, la même chose avec le placebo, diapo suivante, pour faire rapide, avec des métastases cérébrales qui étaient actives, diapo suivante, et on voit qu'il y a une survie sans progression qui est significative, diapo suivante, avec même une survie sans progression au niveau du système nerveux, donc central, des métastases très significatives, diapo suivante, et il y a même un gain en survie pour ces patientes avec métastase cérébrale, diapo suivante. Tout ça est significatif. Voilà, on revient un petit peu. Alors ça, la différence avec la diapo antérieure, c'était donc des métastases cérébrales qui évoluaient quand on les a inclus, et il y avait un gain à mettre le tucatinib, diapo suivante. Pareil en survie, quand les dames avaient des métastases qui poussaient au niveau intracérébral. Diapo suivante pour terminer, et on voit tout de suite la réponse entre 20 et 47% qu'on obtenait sur les métastases cérébrales. Réponse au niveau cérébral. Diapo suivante. Donc la molécule tucatinib, je tenais absolument que vous en ayez entendu parler, est très efficace pour les tumeurs surexprimant les récepteurs HR2 avec des métastases cérébrales, et on a commencé à demander cette molécule en ATU. Je voulais vous remercier tous, remercier les ARC, remercier bien sûr tous les soignants, les assistantes médicales. Je voulais tous vous remercier parce que, en mon nom, mais également bien sûr au nom de tous mes collègues en oncocénologie, puisque c'est grâce à vous, grâce à votre implication, qu'on a pu participer à ces études qui sont, vous l'avez vu, très importantes.